conditions-là, si vous en êtes tous d'accord, on va commencer cette présentation qu'on va faire à deux voix. Donc, Jean-Henrique Monceau, qui est notre directeur de transversal et de l'innovation, et moi-même, Alexandre Villatte. Donc, il s'agit aujourd'hui de lancer le TOP, donc top départ pour cette présentation. Le TOP, c'est le test opérateur. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec certains des représentants de la FPI et puis les différents interlocuteurs qui travaillent déjà avec nous. Il s'agit pour nous de mettre en place un projet d'échange d'expérience, d'échange de retour d'expérience et d'échange d'expérience pour essayer de co-construire les conditions de réalisation des futurs projets dans Euratlantique. Donc, on va avoir une présentation en deux temps, vous expliquer les modalités de travail qu'on pense faire à travers ce test opérateur, pourquoi on veut le faire, par quel biais on va le faire. Et donc, on vous présentera l'outil dans le détail qu'on va vous mettre à disposition pour ensuite aller vers un calendrier de tout ça et quelles conclusions on pourra en tirer. Alors, ce test opérateur, il intervient pour nous à un moment donné important de l'histoire d'Euratlantique. Nous existons depuis une douzaine d'années maintenant. Nous en sommes globalement à la mi-parcours de l'établissement, puisque nous avons une capacité de construction sur le périmètre de l'opération d'intérêt national de l'ordre de 3,3 millions, 3,5 millions de mètres carrés, et aujourd'hui, on en a développé, contractualisé à peu près la moitié, 1,7 million à peu près. Et à ce moment-là de notre état d'avancement, il est important pour nous de faire une analyse de ce que nous avons fait, regarder ce qui a fonctionné, ce qui a dysfonctionné, et partager avec nos administrateurs comment nous pourrions faire demain, autour de quels enjeux, autour de quels objectifs et avec quels moyens. Et sur la question des moyens, il nous semble important d'essayer de définir avec nos partenaires, constructeurs, promoteurs, architectes, bureaux d'études, bailleurs, les conditions de réalisation de nos ambitions et de retrouver les équilibres nécessaires à tout ça. Alors ça doit être fait dans un contexte où actuellement, on est dans une période d'incertitude, de chamboulement économique, de gouvernance. Je vais pas m'étaler sur les différentes crises que nous connaissons tous. Et donc, c'est comment, au regard de ce qui se passe actuellement et tout en se projetant sur une période assez longue, sur 10 ans, sur 15 ans à venir, on arrive à retrouver ces différentes conditions de réalisation de projets à travers une analyse sur les coûts de construction, à travers une analyse sur le marché, à travers une analyse sur le process, les temps de production, et ainsi de suite, et les mettre aussi au regard des ambitions environnementales qui se font de plus importantes et qui continueront à s'élever au fur et à mesure du temps. Et comment tout ça peut être mis en œuvre, à la fois pour que ce soit soutenable par vous, mais aussi à la fin que ce soit aussi achetable par différents ménages, couples qui souhaiteraient s'installer sur notre Donc, c'est bien dans cet objectif-là qu'on va essayer de définir ces conditions de réalisation corrélées à des ambitions de projet. Alors, pour mettre en œuvre tout ça, on propose cet appel à projet que nous lançons aujourd'hui. Cet appel à projet, c'est un appel à contribution ouvert de tous les acteurs de l'immobilier. Donc, on va s'adresser aussi bien aux promoteurs, et puis on analysera ce que nous disent les promoteurs, qu'aux constructeurs, qu'aux bailleurs sociaux, qu'aux bureaux d'études. Et vous verrez que l'outil qu'on vous met à disposition permet à chacun de s'exprimer avec son regard, avec sa sensibilité là-dedans, à nous ensuite, à travers l'analyse, de regarder comment on pourra faire. Ce qui nous a paru important, et on l'a partagé avec les gens auprès de qui on a pré-testé l'outil,
c'est de mettre un outil qui permette des contributions anonymes. Puis ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir des résultats les plus sincères possibles sur les conditions de réalisation des opérations pour toucher au plus juste sur l'équilibre économique et d'une façon générale aussi avoir un regard critique sur l'action de l'EPA. On n'est pas très clairement dans un appel d'offres de charges foncières ou de choses comme ça où il y a des choses à gagner. Il n'y a rien à gagner dans cette affaire-là, si ce n'est d'essayer de trouver la bonne méthode. Donc, on ne vous demande pas de chercher à nous séduire, de chercher à nous faire rêver, même si j'exagère, de nous mentir pour nous faire croire que. Donc, il s'agit d'essayer d'aller au plus vrai et aussi dans une action citoyenne, d'être au plus vrai, mais d'être le plus ambitieux dans la vérité pour permettre de faire et de faire bien nos futurs projets. Et ça, c'est important. Donc, on a mis en place un process qui permet de garantir des productions anonymes, mais on verra aussi qui nous permettra aussi de savoir qui a répondu sans savoir ce qu'il a répondu pour aussi infléchir tout ça. Et pour cela, on va vous mettre à disposition l'outil sur les 6 prochaines semaines et que vous pourrez télécharger sur notre site internet. Concrètement, dans le calendrier, oui, non, dans le calendrier d'exécution, donc nous sommes le 3 février, nous aurons l'occasion lors du CIMI prochain de représenter l'outil ou de répondre à des questions particulières pour ceux qui y seront. Vous vous adresserez à moi et je vous apporterai les réponses que l'on peut. On vous demandera de répondre pour le 20 mars prochain, donc soit 6 semaines de possibilités donc, qui intègrent la période de congé, pour vous faire un retour, parce qu'on vous devra un retour au mois de mai 2023. Et toute cette période-là sera aussi le support pour nous, les équipes de l'EPA, de partager les résultats de ce travail-là avec nos tutelles, avec les élus hôtes pour essayer de définir cette feuille de route. Et in fine, ce travail-là nous permettra, d'ici à la fin de l'année, de relancer un process de consultation, cette fois-ci de charges foncières, de projet, avec des règles définies qui seront pour partie issues de ce travail-là, en tout cas dans les grandes conditions. Pour faire ce travail et pour renvoyer ce travail, il sera possible de passer par 2 biais, soit par mail directement auprès de nous ou de l'AFPI ou de l'Union régionale HLM, suivant par mail si vous voulez garder l'anonymat du système, soit par courrier chez nous avec un système de double enveloppe. Ça peut paraître un peu précautionneux pour garantir l'anonymat, mais ça nous semblait être la moindre des corrections par rapport au process qu'on souhaite mettre en place et vraiment dans ce souci d'intégrité des réponses. Sur la présentation de l'outil, donc qu'est-ce qu'on va viser derrière ça? C'est d'essayer à travers de viser à travers ces échanges, à travers vos 3 catégories d'opérateurs, promoteurs privés, bailleurs sociaux, constructeurs, bureaux d'études, de trouver le bon modèle économique au développement des différents projets, de trouver l'équilibre entre des ambitions, nous en avons plusieurs, parfois contradictoires, mais en tout cas qui visent à faire le meilleur projet qui soit, que ce soit en termes d'ambition environnementale, d'ambition qualitative, d'ambition de pérennité des projets, en fonction de leur prix de vente, comment on permet au plus grand nombre de se loger. C'est important dans une période de crise du logement. Donc là aussi, l'idée, ce n'est pas forcément pour nous de vendre les plus chers logements qui soient, mais c'est plutôt d'essayer de l'emporter auprès du plus grand nombre. Et le tout à travers un 3e paramètre qui est celui de la programmation. Quel est le bon équilibre de programmation suivant les attendus?
Et comment mettre en œuvre cette programmation et cette mixité sociale, pourcentage de logements sociaux, pourcentage de logements en accession encadrée, pourcentage de BRS, pourcentage de logements libres, évidemment. À travers ces différents paramètres, et derrière, bien entendu, celui du coût de la construction, comment on va essayer de trouver ce bon équilibre, quels seront les paramètres que l'on peut faire. Et donc, l'outil qui va vous être mis à disposition pour permettre de commencer l'exercice va se reposer sur des paramètres qui sont fixés a priori. A priori, on serait sur tel type de charge foncière que l'on a calculé par rapport à notre bilan d'aménagement et aux besoins générés au niveau de l'infrastructure du territoire, à travers des scénarios de programmation type. Aujourd'hui, nous sommes à 45% de logements sociaux, non, 35% de logements sociaux, 45% de libres, 20% d'encadrés, donc on est sur ce genre de choses. De typologie, les attendus de la métropole sont de telle taille de logement et ainsi de suite, de morphologie, de nombre de places de stationnement. Et puis, vous pourrez faire varier les autres paramètres. Et puis, dans un deuxième temps, vous pourrez aussi réinterroger ces paramètres pour permettre de mettre en place ça. Vous allez apporter des réponses qui seront, pour certains paramètres, probablement très diverses. Et puis, pour d'autres, le triptyque prix de sortie, coût de construction, prix du foncier, peut être, en tout cas dans son triptyque, plus convergent. Quoi qu'il en soit, nous garderons notre liberté d'analyse sans angélisme, quelque part, du travail fait pour assurer notre propre vision du projet, mais qu'on souhaite pouvoir faire reposer sur cette remontée de ceux qui font, c'est-à-dire vous. L'outil en lui-même, Jean-Émeric va vous le présenter dans le détail, repose sur un feuillet de calcul Excel, lui-même défini entre une sorte de feuille d'identité, caractéristiques et optimisation, et ensuite des sous-feuillets de résultats qui vous permettront de faire varier les curseurs, les paramètres pour définir des conditions de réalisation d'un projet. Nous allons rentrer dans le détail de ces feuillets, à la fois par des feuilles explicatives, mais aussi en allant bidouiller l'Excel devant vous pour vous montrer comment faire. Là encore, tout le monde n'est pas égal dans l'appréciation de l'outil Excel et ainsi de suite. Donc, on se donnera aussi très certainement un temps ultérieur, je reviendrai dessus en conclusion de la présentation, un temps commun ultérieur pour répondre à vos différentes questions. Il est fort probable que plein de questions arrivent sur « je ne comprends pas, ça ne marche pas, vous auriez dû faire autrement » ou ainsi de suite. On ne répondra pas à chacun d'entre vous individuellement, sinon ce serait ingérable en termes de temps. Mais donc, probablement que d'ici 2-3 semaines, en fonction des retours que vous nous ferez d'ici là, on refera une conférence de ce type pour répondre, réparer, ajuster l'outil. Dans l'outil, on va avoir différents scénarios de programmation qui vont être testés pour nous aider à assurer la diversité d'opérations, la diversité programmatique qui est attendue de l'OIM de la part de ces différentes tutelles, tout en tenant les grands équilibres programmatiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'interdira pas à un moment donné de faire varier un des paramètres, peut-être un peu plus de social ou pas. On va aussi essayer de différencier nos territoires et dans l'appréciation de la valorisation de ces territoires. Je rappelle qu'à ce stade d'avancement, les projets qui restent à faire sur Bordeaux sont epsilonesques. Et on est maintenant plutôt sur des projets qui vont se passer sur Bègles ou sur Floirac, mais dont on peut donner en deux grandes catégories de projets. On verra une image à la fin. Ce sont ceux qui donnent sur des grands espaces publics, ceux qui donnent sur des parcs ou sur les quais de la Garonne, et ceux qui sont plutôt dans l'intérieur des quartiers. Donc, on aura aussi cette répartition de localisation des lots, parce que peut-être que ça n'a pas les mêmes conséquences en termes de valorisation ou autre. Là encore, on attendra un retour de votre part. De la même façon qu'on va partir dans un premier temps sur des répartitions typologiques et de taille minimale de logement imposées,
à vous ensuite de les réinterroger dans les feuilles d'expression libre, si on peut appeler ça comme ça. Et par contre, tout ça va nous aider ensuite à essayer d'aller apprécier jusqu'où on peut aller dans la proportion d'accession encadrée dans notre programmation, parce qu'il y a des questions qui se posent là-dessus. On voit que le besoin dans la métropole, c'est toujours plus d'accession encadrée. Ça coûte, donc qu'est-ce qu'on a les moyens de faire? Comment est-ce qu'on a intérêt à développer du LLI, de la vente en bloc en masse sur l'opération? Il y a 3-4 ans, ça semblait être une solution très intéressante. On sent un retournement depuis l'automne dernier. Là encore, quelle est votre position là-dessus? Sur le territoire de Bordeaux, est-ce qu'on a moyen d'augmenter le taux de logements sociaux dans nos programmations, par exemple à 40%? Est-ce que nos tailles d'opération peuvent avoir un effet sur l'économie générale? Vaut-il mieux faire, alors je vais être caricatural, des opérations à 500 logements ou à 5 logements? Et puis certainement que la réponse se trouve entre les deux. En tout cas, vos réponses, et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, dans la fiche programmatique, on vous demandera de répondre sur un peu votre taille de structure, puisque ça nous permettra aussi de corréler vos réponses avec des tailles d'opérateurs pour qu'à la fin, tout le monde puisse intervenir sur notre territoire. Interroger les questions de charges foncières par rapport à nos attendus et par rapport à ces attendus-là, quels seraient les bons équilibres. Interroger les questions de répartition, je l'indiquais tout à l'heure, de taille de logement, de typologie de logement, faut-il des grands logements, des petits logements, enfin ces questions-là habituelles pour optimiser un bilan dans un contexte dont on ne se leurre pas, la question de l'équilibre du bilan est à la fois extrêmement complexe, mais reste centrale pour permettre de faire. Dans un autre item, on va aussi, donc là, on a parlé plutôt des impacts sur la programmation et les paramètres économiques. Il va falloir les mettre au regard du coût de la construction et derrière le coût de la construction, de l'ambition technique et environnementale de la construction. Donc, sur le modèle de base qu'on va vous proposer, on va travailler sur des projets types reposant sur les 3 piliers de nos réalisations, à la fois des constructions bas carbone avec des modes constructifs. Alors, à Euratlantique, on est très porté sur les questions du bois, mais aussi, d'une façon générale, à être toujours en avance de phase sur les réglementations parce qu'on est sur un territoire d'exemplarité. Mais cette question de la modalité constructive du bas carbone ne doit pas faire oublier les questions de confort. Comment cette notion-là n'est pas oubliée au détriment d'un simple paramètre technique. Donc, comment on garantit des conforts d'usage, des espaces extérieurs, des orientations, des modes acoustiques qui permettent de limiter le système. Et comment tout ça, on le met aussi au regard avec les attendus d'une ville plus en corrélation avec la nature, que ce soit nous, ce que nous faisons à l'échelle de nos quartiers, puisqu'on produit beaucoup de parcs, mais aussi à l'échelle des bâtiments, comment ils seront conçus pour essayer de favoriser la biodiversité et ou mettre en place certains process de performance ou de production énergétique. Je pense au photovoltaïque, sur lequel il y a des attendus importants désormais. Et donc, à travers ce socle, derrière, on le réinterrogera pour essayer de définir quelles sont des ambitions maximales de ces ambitions par rapport à des possibilités économiques et en fonction des différentes programmations. Est-ce qu'il y aurait des systèmes alternatifs qui permettraient d'atteindre ces mêmes objectifs d'exemplarité, d'excellence, quelque part, dans la production, mais avec les moyens du bord. Et un exemple, mais qui est un exemple qui est souvent débattu localement, mais qui peut être un des paramètres, je le donne comme exemple, la question du logement traversant, qui peut être un paramètre intéressant. On sait que ça porte de grandes qualités dans l'usage, on sait que ça a un rapport de
quantité de construction par rapport à la quantité de surface produite qui peut interroger de la même façon. Donc là encore, l'idée, c'est de vous challenger, d'avoir vos retours là-dessus, mais surtout d'essayer de les quantifier, de les qualifier pour qu'on puisse chercher le point d'équilibre le plus pertinent entre des ambitions de bien faire et les moyens de faire. Les différentes ambitions, vous les retrouvez sur ce schéma-là, mais enfin, vous les connaissez et c'est ce que je viens de vous édifier. Et donc, forcément, quand on dit tout ça, ça interroge aussi les charges foncières. Aujourd'hui, les charges foncières qui seront mises à disposition dans le bilan sont les charges foncières qui permettent d'équilibrer les bilans d'aménagement de l'OIN. On est aussi en droit d'interroger cela, sachant qu'il ne faut pas que ce soit fait au détriment, enfin, il faut que ça reste crédible parce que sinon, on ne peut plus faire. On peut aussi interroger les prix de sortie. Aujourd'hui, on sait qu'on pratique sur Euratlantique des prix légèrement inférieurs à ce qui se pratique dans Bordeaux-Centre et qui sont corrélés à ce qui se pratique dans la moyenne de Bordeaux Métropole. Que se passe-t-il demain quand on intervient plutôt sur Bègles, sur Florac? Quelle est la profondeur du marché, quelque part? Comment fait-on pour garder cette politique du logement du plus grand nombre, tout en cherchant à pouvoir faire? Donc, cette question, finalement, de la corrélation, et qui est vraiment la question fondamentale, hein, cette page, c'est la question fondamentale de l'exercice, c'est la corrélation entre un prix de vente, un coût de construction et des charges foncières. Évidemment, derrière le coût de construction, c'est la question de la qualité, de l'ambition qualitative de la construction, ce qui est en jeu. Derrière le prix de vente, c'est la question de l'accès du plus grand nombre au logement dans un territoire qui en a besoin. Et derrière la question des charges foncières, c'est la question de pouvoir faire tout ça, parce que là encore, le bilan d'aménagement nécessite un minimum de moyens financiers pour pouvoir se mettre en œuvre. Donc voilà un peu les grands attendus que l'on retrouve derrière toutes les cases du bilan Excel que Jean-Aymeric va vous montrer. Ces grands attendus et beaucoup d'autres et beaucoup plus détaillés sont ceux que vous allez retrouver dans cette présentation que Jean-Aymeric va vous faire. Bonjour à tous. Donc, on va rentrer un petit peu dans la mécanique. Donc là, je vais présenter en détail, on va avoir deux tableurs. On va avoir un tableur qu'on appelait promoteur et un tableur bailleur. Là, je vais vous présenter le tableur promoteur et puis après, on reviendra sur les spécificités qu'il peut y avoir entre les deux tableurs en revenant à la présentation. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il se compose de deux types d'onglets. Donc, il y a ce premier onglet qui est, je ne sais pas si ça apparaît bien à l'écran, mais de toute façon, vous pouvez télécharger dès maintenant sur le site le kit pour avoir ces tableurs-là. Donc, ce tableur qui s'appelle caractéristiques et optimisation, il permet de présenter tous les paramètres qu'on a fixés. Donc, tout d'abord, sur les scénarios de programmation. Donc, vous en retrouverez, alors bien sûr, ce sera les cases en vert qui seront à renseigner. Donc, tout d'abord, sur le type de promoteur, gros ou petit, hein, si on fait rapide, pour pouvoir justement voir s'il y a des choses qui sont corrélées à la taille des opérateurs. Donc, première chose sur les scénarios de programmation. On est parti de 3 scénarios qui, en fait, le but, c'était de représenter un petit peu tous les types d'opérations qu'on pourrait avoir sur le territoire. Donc, des opérations purement accession avec une part d'accession encadrée. Et ensuite, des opérations mixtes avec ce qu'on pratique actuellement, c'est-à-dire 35% de LLS sur Bordeaux-Bègles et 25% sur Florac. Et vous avez coupé votre micro. On vous entend plus. C'est bon? Un problème de son. Excusez-nous, il y a un doigt qui a été malencontreux. Je ne sais pas où je m'étais arrêté. J'étais sur les scénarios. Donc, en fait, on va avoir 3 types de scénarios qui sont donc un scénario toute accession avec une part d'accession encadrée, le scénario tel qu'on le pratique aujourd'hui de mixité avec un taux différencié entre Bordeaux-Bègles et Florac sur la part de LLS,
et un scénario qui est une variante de ce dernier scénario, où on introduit des parts de vente en bloc LLI notamment. Ces scénarios-là, donc 3 scénarios de programmation, ils sont décomposés en 2 localisations, donc Bordeaux-Bègles et Florac, pour les raisons qu'a indiqué Alexandre. La première, c'est le niveau de charge foncière. Donc, comme vous pouvez le voir, on part sur un paramètre fixé à 650 sur Bordeaux-Bègles et à 450 sur Florac, a priori. Et aussi sur la part de logement social, comme je l'ai dit, donc avec des parts de logement social plus faibles sur Florac et une part d'accession encadrée, par contre, plus forte. Ensuite, on a essayé de détailler un peu les caractéristiques de l'opération. Alors, on est dans une opération théorique, donc ce n'est pas forcément très simple. Il y a ceux qui nous connaissent bien, donc ils savent un petit peu quel est le type d'opération qui sont pratiquées sur Atlantique, ceux qui nous connaissent moins. Donc, on a voulu remettre un peu les grandes caractéristiques à prendre en compte par rapport au contexte de notre territoire. Donc, d'abord, sur la morphologie, bon, on est en milieu urbain, dense, constitué, avec comme une densité assez forte. Donc, on a indiqué un COS de 2,5, qui est à peu près le COS qu'on constate hors parking sur nos opérations. On précise, pour éviter de se poser trop de questions métaphysiques, qu'on est quand même dans un exercice hors 4e famille, parce qu'on sait que ça pose plein de problèmes quand on est sur un niveau supérieur. On a pris aussi, pour simplifier, une opération de 100% logement, avec environ 100 logements, mais là encore une fois, on vous interrogera sur la bonne taille. C'était pour pouvoir caler une opération un peu type. On a précisé 2 choses par rapport aux infras, par rapport au contexte. On considère qu'il faut éviter au maximum les sous-sols, puisqu'on est dans un contexte sur Florac et sur Bègles de zones inondables, avec un PPR maintenant qui interdit les parkings en souterrain. Donc, ça ne veut pas dire que ponctuellement, il ne pourra pas y en avoir, mais c'est un peu quand même une contrainte à prendre en compte. Et puis, deuxième chose, on est quand même sur des sols pas forcément de très bonne qualité, donc il y a généralement des fondations profondes à prévoir, donc qui ont quand même un impact sur les coûts. Ensuite, sur le stationnement, on est parti de ce qu'il y a déjà dans le PLU en fait, de la métropole, en essayant de tenir compte aussi du PLU en cours de réflexion pour la suite, qui devrait sortir d'ici une année à peu près sur Bordeaux Métropole, donc avec une optimisation du nombre de places de stationnement. On a aussi signalé les stationnements vélos, puisque les nouvelles normes conduisent quand même à des stationnements vélos assez importants, notamment sur les opérations denses. Ça commence à représenter une part importante des rez-de-chaussée, donc c'est important d'avoir en tête ces éléments-là. Et puis, derniers éléments, les éléments financiers. Donc là, c'est ce qu'on pratique actuellement en cas de mutualisation dans des parkings silos mutualisés. Sur les options financières à prendre en compte, on a, pour votre information, actualisé par rapport aux indices actuels les conditions économiques que nous fixons sur ces parkings. Ensuite, sur les produits, bon, on a rappelé les définitions d'accession encadrées pour que tout soit bien clair. On a rappelé les typologies. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pratique depuis peu à la demande de la métropole et des bailleurs sociaux, d'avoir une différenciation des typologies imposées entre le logement locatif social et le reste, avec une part plus importante de petits logements sur le locatif social. Donc, pour le reste, c'est ce qu'on pratique déjà depuis quelques années sur Atlantique, sur ces typologies de logement. Puis, on a fini par d'autres éléments à prendre en compte qui peuvent être importants. Par exemple, dans les ambitions environnementales, on a quand même des réseaux de chaleur urbain avec des taux de NNR très importants sur Euratlantique. Donc, forcément, ça simplifie l'atteinte de certains critères
sur ces sujets-là. On s'est placé, de toute façon, on le verra tout à l'heure aussi sur la RE, sur des permis avant les seuils 2025, même si on voudra être un peu en avance sur ces seuils-là. Et dernière chose, sur la question des façades, pour ceux qui nous connaissent, on a une attention assez forte sur la pérennité des façades, donc sur leur matérialité. On a indiqué, voilà, c'est à peu près le retour d'expérience, qu'il y a en gros un tiers des façades pérennes à réaliser, donc qui peuvent avoir un coût et qui peuvent aussi avoir des interactions assez fortes avec les modes constructifs. Ça aussi, vous pourrez le réinterroger, mais là, cet onglet-là, c'était vraiment pour fixer des paramètres communs pour tous, pour avoir quand même un socle d'analyse plus aisé à manier et qui correspond en fait à ce qu'on pratique à notre territoire. Et donc, pour finir sur cet onglet-là, alors c'est peut-être la dernière chose à remplir, mais on l'a mis ici parce que c'est lié justement à ces paramètres de base. C'est ce qu'on appelait optimisation. Donc, on a listé un certain nombre de critères qu'a évoqué tout à l'heure Alexandre, sur les choses qui permettraient d'optimiser le bilan. On vous demande un petit jeu de classement de ces paramètres-là. Bon, ce qui nous intéresse presque plus que le classement, c'est les commentaires que vous pourrez avoir pour voir dans quelle mesure c'est une bonne idée ou ça ne l'est pas. Au-delà de la bonne idée, c'est comment on fait, quels sont les écueils qu'on pourrait avoir si jamais on devait aller sur telle ou telle solution. Voilà pour cet onglet qui présente. Et donc après, par rapport au scénario de programmation, alors on a essayé de ne pas faire une usine à gaz, mais on a quand même été obligé d'avoir 6 scénarios. Il n'y en a que 3 pour les bailleurs, qui sont le croisement des 3 scénarios de programmation et des 2 localisations. Donc, je vais vous en présenter un, qui sont tous très semblables sur la feuille de résultat. Sur la feuille de résultat, donc on rappelle la programmation. On rappelle pour ce tableur promoteur, ce qu'on ne fait pas pour les bailleurs, le prix de vente calculé. Donc là, je précise, c'est vraiment un prix de vente théorique qui en fait prend en compte une part de logement encadré avec un prix encadré par rapport au prix de vente que vous pourrez renseigner ici sur le logement libre. Voilà. Donc, ce n'est pas exactement le prix moyen de l'opération, c'est un prix moyen par rapport à ce que vous renseignerez sur le prix libre, ce qui permet en fait de voir, puisque nous, on regarde comment, globalement, quand on aura réalisé toutes les opérations, peut-être des opérations qui seront uniquement en accession sociale, etc., comment globalement, on arrive à avoir un prix moyen qui soit pas inflationniste, dans les ordres de grandeur du prix constaté sur la métropole qu'on a rappelé juste à côté. Et on a aussi rappelé les prix moyens constatés sur les différents territoires qui constituent Euratlantique. Donc, j'insiste, il ne faut pas se focaliser là-dessus. L'important, c'est que vous puissiez vous fixer un prix de vente optimum pour la commercialisation, pour loger les ménages, pour tenir le maximum d'ambition, voilà, cet équilibre-là. Mais c'est un petit rappel sur ce que pour nous, ça produirait globalement sur l'OIN. Donc, si je continue, donc le deuxième sur le programme, donc vous pourrez jouer donc, sur les prix de vente comme je l'ai indiqué. Sur les prix de sortie en VFA, ça, c'est des choses qui sont encadrées par les délibérations de la métropole, mais il y a 2 options en fonction de la présence de parking ou pas, donc on laisse la possibilité de choisir entre les 2 options. Et puis, sur l'accession encadrée, on a un petit peu fléché, mais on a quand même laissé libre aussi les parts des différents produits d'accession encadrée qui pourraient se déployer suivant les différents scénarios de programmation. Ça nous intéresse aussi de nous dire, dans un scénario où on est 100% accession, je reprends un peu les échanges qu'on a eus avec la FPI notamment. On va, sur des petites opérations, on ne va peut-être pas aller chercher du BRS ou du PSLA, on va plutôt aller faire de l'accession à prix maîtrisé, etc. Donc, bon, on vous laisse aussi un peu là-dessus
donner des parts qui vous semblent les plus justes par rapport à ces opérations. Deuxième partie, sur les ambitions environnementales. Alors, je ne vais peut-être pas les détailler une à une, on vous laissera les regarder. On a mis aussi quelques annexes, pour ceux qui ne connaissent pas aussi, sur le score bois. De base, on est parti sur le maximum d'ambitions qui ont été réévaluées, complétées par rapport au socle que vous connaissez aujourd'hui. L'idée, c'est si possible, on met oui partout, mais on n'est pas totalement naïf, donc on sait que ça ne sera pas forcément possible dans l'équilibre global d'avoir oui partout. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir lorsque l'atteinte n'est pas possible, donc vous pouvez mettre non, bien évidemment, vous pouvez commenter s'il y a un niveau d'atteinte, quel serait le niveau d'atteinte quand c'est. Alors, ça ne sera pas toujours très facile, mais si possible, en disant, si je prends un exemple, hein, on a mis 50% de score bois. Bon, si ce n'est pas possible, est-ce que c'est 40, est-ce que c'est 30, est-ce que c'est 20 dans votre équilibre? Voilà. Et puis, même si c'est possible, ne pas hésiter aussi à faire des commentaires sur des conditions qui permettraient d'atteindre ces niveaux-là. Je prends un exemple sur l'ARE, on voit que sur les questions de bioclimatisme, bon, la forme des lots, la densité des lots peut être un enjeu. Donc, n'hésitez pas aussi à être critique vis-à-vis de l'aménageur sur ces sujets-là. Et n'hésitez pas non plus, comme on l'a dit tout à l'heure, à proposer des solutions alternatives pour tenir les objectifs sous-jacents, en le confort visuel, etc., en disant, bon, on est tous d'accord, il faut du confort visuel. Par contre, l'indicateur, le moyen que vous mettez en place ne nous paraît pas le plus pertinent. Donc, on pense que ça serait plus intéressant d'utiliser tel ou tel moyen. Avant-dernière partie, sur le bilan. Donc, on a fait un bilan le plus simple possible, en ayant effectivement fixé un certain nombre de choses, donc les charges foncières. Et là-dessus, forcément, c'est ce qu'on dit, le coût de construction va équilibrer par rapport aux ambitions qu'on a vues avant. Et aussi, on vous laisse sur les autres frais indiquer les pourcentages qui vous semblent, que vous pratiquez. Sur les ventes, donc ça c'est globalement calculé automatiquement puisque vous aurez renseigné les prix de vente en amont. Il restera sur la question des places de stationnement aussi à indiquer, en sachant qu'on les plafonne à 23 800 €, toute taxe comprise. Donc une marge de 83%, on n'y arrivera pas, mais c'est parce qu'on a mis 0 partout. Et dernière chose, sur les commentaires. Donc là, c'est justement sur les paramètres qui ont été… Alors, déjà un commentaire sur la façon dont vous avez pu renseigner, notamment sur les ambitions environnementales, comment vous avez joué, le prix de vente. Voilà, si vous avez des choses à préciser par rapport à la méthode que vous avez employée. Et puis, les questions que Alexandre a évoquées tout à l'heure sur les parts d'action encadrées, sur les tailles critiques d'opération, sur aussi… Alors, on a fixé un prix de vente BRS en dessous du prix de vente PSLA. Est-ce que c'est le bon? Voilà. J'en ai fini sur ce tableur et je vais continuer la présentation, notamment pour détailler les spécificités sur les gens qui ne seraient pas promoteurs privés avec des SVFA, donc notamment les bailleurs sociaux. Donc, je ne reviens pas sur ces onglets-là. Il faut savoir que la présentation sera disponible ou est même déjà disponible sur le site de l'EPA, donc vous pourrez revoir tout ça. C'est une sorte de guide d'utilisation qui commente, qui reprécise ce que je viens de vous indiquer. Pour les bailleurs sociaux, donc on a prévu que les bailleurs puissent répondre tout seuls, donc on est plutôt dans une logique de maîtrise d'ouvrage direct. Avec là, pour le coup, on a moins de scénarios, puisqu'on a un scénario 100% logement social et un scénario avec une mixité accession sociale. Ce deuxième scénario se décompose en 2 localisations, puisqu'on n'a pas les mêmes ambitions d'accession sociale, enfin d'accession encadrée au sens large, sur Florac et sur Bordeaux-Bègles. Sur une des spécificités des bailleurs sociaux, c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas jouer sur les prix de vente, donc c'est plutôt l'équilibre
de leur prix de revient, de leur compte d'exploitation qui va jouer. Donc, forcément, ça va être là, quel est le bon coût de construction et donc quelles sont les ambitions en face environnementales maximales qui peuvent être retrouvées. Je ne reviens pas non plus dessus. Et puis, pour finir, on ne sait jamais. Il peut y avoir des constructeurs ou des bureaux d'études qui ne raisonnent pas en bilan, qui raisonnent uniquement en coût de construction, qui peuvent vouloir candidater. Donc, c'est ouvert aussi. On n'a pas fait un tableur unique pour cette catégorie de contributeurs. Ce qu'on propose, c'est de partir du tableur promoteur, de partir des ambitions maximales qu'on a indiquées et de travailler sur le coût de construction et sur les optimisations. Alexandre, je te laisse la parole pour la conclusion. Donc là, on vous a fait la présentation de cet outil qui, face au nombre de tous les paramètres qui sont en jeu, est forcément un peu compliqué, même si on a cherché à le simplifier au maximum pour revenir toujours à la question essentielle de l'équilibre du triptyque coût de sortie, coût de construction, charge foncière, et à travers ces trois triptyques, jusqu'où on peut aller en termes d'ambition programmatique et qualitative. Maintenant, c'est à vous de prendre en main cet outil. Donc, cette présentation a été filmée. Vous pourrez la retrouver sur YouTube si vous avez besoin de vous y repérer. Le support de la présentation est sur notre site internet. Vous pourrez aussi vous y référer, en particulier sur des pages explicatives là, qui sont passées assez vite à la fin. Et vous pouvez d'ores et déjà télécharger l'outil pour commencer à vous exercer et autres. On ne doute pas que ça va forcément générer des questions, des interrogations, des « je ne comprends pas ». Donc là-dessus, vous pourrez nous faire remonter ces différentes questions. Je ne pense pas qu'on répondra individuellement à chacune de ces questions, mais plutôt on reviendra vers vous à mi-parcours, c'est-à-dire fin février, pour répondre à ces questions, corriger le tir s'il y a une erreur manifeste quelque part ou autre, ou en tout cas vous donner les moyens d'aller au bout de l'exercice. C'est bien, cet exercice, en fait, il est peu commun. On n'a pas vu on en a parlé avec des confrères aménageurs qui n'avaient pas forcément mis en place ce genre de choses. C'est une expérimentation. Je ne sais pas si ça sera concluant ou pas. On va tout faire pour. Ça nous semble être important pour essayer de définir une base de partenariat et de confiance nécessaire à la poursuite de ces opérations. Donc voilà, on compte sur vous. On compte sur vous pour être honnête, crédible. C'est anonyme. Ça nous permet aussi d'avoir, ça vous permet de vous exprimer aussi sur ce que l'on fait, la façon dont on le fait, et ainsi de suite, de façon plus large, hein, puisqu'il y a des cases d'expression libre, on n'a qu'à dire. Pour nous, ça va vraiment être un outil de construction et de regard critique. Donc, c'est assez important. Et de tout ce travail, eh bien, on s'engage à venir vous le restituer en mai prochain, et sur cette base, de construire les futures consultations de promoteurs. À titre d'exemple, vous voyez que sur nos quartiers, on avance, nous sommes prêts, que ce soit en termes de maîtrise foncière, de définition de projet, de maîtrise du PLU, et ainsi de suite, sur différents quartiers. Là, vous avez par exemple le quartier de la Souille, qui sera l'un des supports de la prochaine consultation. Donc, voilà pourquoi on fait tout ça et ce que l'on attend de vous. Merci. S'il y a des questions d'ores et déjà, on peut commencer à y répondre. Oui, alors vu le nombre de personnes, peut-être que le plus simple, c'est de les poser sur le fil de discussion. Et de toute façon, s'il n'y a pas de questions aujourd'hui, on vous laisse prendre connaissance, nous les remonter.
ou les remonter aux adresses mail FPI ou URHLM qui sont indiquées, qui nous les transmettront, et on les traitera donc lors de ce temps d'échange. On laisse 30 secondes pour voir s'il y a des questions, et puis sinon on clôturera en avance. Alors oui, peut-on faire une réponse promoteur EBE? Oui, alors dans ce cas-là, c'est forcément sur le bilan promoteur complet, mais nous, on vous invite, si vous avez la possibilité, à vous encadrer des équipes techniques avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler, puisque nous, ce qu'on cherche, c'est avoir les réponses les plus précises possibles, même si on a conscience que l'exercice n'est pas simple, mais bien évidemment. Alors, pourquoi avoir choisi un angle 100% logement? Concrètement, le gros de notre future production reste quand même majoritairement du logement, puisqu'on va être sur des territoires plus éloignés du centre-ville et de la gare. Donc, nous continuerons à avoir des productions d'immobilier tertiaire, mais moindres. Il se peut que nous refassions ce même exercice sur la partie tertiaire, mais dans un premier temps, il s'agissait de ne pas complexifier une démarche qui l'est déjà beaucoup, de ne pas rajouter des tableurs aux tableurs et donc d'essayer d'y aller étape par étape. Donc, pour l'instant, on se concentre sur le logement. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus de bureaux, mais ça reste quand même notre objectif principal et majoritaire. Demain, nous ne nous interdirons pas de refaire la même chose sur le bureau. Il y a une question sur le temps imaginé pour une réponse. Donc, on l'a dit en introduction, c'est 6 semaines. C'est pour le 20 mars. Voilà. Après, on n'est pas dans le cadre d'un appel d'offres, donc on n'est pas à l'heure près. Voilà. Oui. Nous, ça nous permet quand même le 20 mars, j'insiste, ça nous permet quand même d'avoir un mois de traitement en interne vis-à-vis de nos administrateurs. Ça nous semble nécessaire, surtout si on a beaucoup de réponses. On ne l'a pas précisé, mais on se fera également aider d'un bureau d'études, nous, de notre côté, pour traiter ces analyses. C'est-à-dire qu'on le fera en interne et avec un bureau d'études pour avoir un regard croisé et essayer de faire remonter des synthèses, si cela est possible, bien entendu. Alors, sur le score bois, je le lis. Est-il un enjeu lié à la filière bois ou a-t-il pour but de décarboner nos constructions? C'est les deux. Voilà, c'est la poursuite de notre politique sur la filière bois, qui nous semble, en anticipation des futurs seuils de l'ARE, quand on va commencer à être en 2028, ça va devenir difficile de faire tout en béton. Donc, ça nous semble important de continuer ces modes constructifs-là, et bien évidemment de continuer aussi à avoir des débouchés pour la filière. Qui a son importance localement, hein. Donc, on est vraiment à la recherche d'opportunités par rapport à cette évolution réglementaire. Il n'y a plus de questions qui nous remontent. N'hésitez pas. On se donne encore quelques secondes. Bon, j'ai l'impression qu'on vous a assommé. C'était pas l'objectif, mais c'était prévisible. Donc, on va vous laisser digérer tout ça. On sait que ça représente du travail. Je pense que c'est important dans le... il y a une question qui est arrivée. C'est important dans le contexte actuel de retrouver ce socle de connaissances communes. Une dernière question est arrivée. Peut-on agrémenter l'outil d'annexe dans le cadre des réponses? A priori, oui, puisque alors il y a ce qu'on appelle l'expression libre, parce qu'il faut un peu de liberté quand même. Donc, il y a 1 ou 2 cases pour ça. Les cases peuvent être des annexes, bien entendu, ou tout ce que vous voulez. L'idée, c'est d'essayer de faire partager, de faire remonter vos blocages, vos solutions. Après, on restera libre on restera libre dans notre analyse.
Et oui, les questions viendront sûrement avec la pratique de l'outil. D'expérience, le simple fait d'avoir fait l'outil montre que c'est en le faisant qu'on en rajoute. Il nous reste à vous remercier et de clôturer cette réunion. Donc, le replay sera présent dans les prochains jours sur notre page YouTube. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir.